Je me souviens, ça a débuté comme ça. C'était la fin de mes années lycée. J'avais des envies, j'avais des doutes. Je cherchais une formation qui assurerait mon avenir. Et puis il y a eu des rencontres, une trajectoire, un lien de confiance. Je me souviens du jour de la rentrée, de l'appréhension forcément, beaucoup d'attentes. Mais j'étais heureux de démarrer cette nouvelle aventure. Dès ma première année, j'ai beaucoup appris. J'ai compris comment utiliser mon agilité, comment m'exprimer, convaincre, comment prendre confiance en moi. Je me souviens avoir rencontré des guides issus d'horizons différents qui m'ont inspiré, m'ont aidé à décrypter le monde qui m'entoure, m'ont fait comprendre ce que sera demain. Je me souviens d'un lieu où tout était fait pour m'aider à capter les tendances, à anticiper et innover. D'un lieu où ma voix n'était pas toute tracée. D'un lieu où le mot vie prenait tout son sens. Où nous étions ensemble, tout simplement. Au fil des années, j'ai découvert un monde de plus en plus ouvert et connecté. J'ai rencontré des personnes du monde entier, sur des campus internationaux, des lieux inspirants et de nouvelles façons de travailler. Pas à pas, j'ai préparé mon avenir et je me suis challengé dans de vrais contextes professionnels. Année après année, j'ai gagné en maturité. Et aujourd'hui, je tisse mon avenir dans un monde plein de promesses. Je me souviens, tout est passé si vite. Je me souviens d'en avoir rêvé. Et aujourd'hui, tout devient possible. Ce sera demain et ce sera ici. Bonjour à tous et bienvenue au mini-salon des métiers de la communication, un partenariat entre WeAreCom et l'ISCOM. Alors aujourd'hui, on va voir les métiers du planning stratégique. Mais tout d'abord, WeAreCom va se présenter. WeAreCom, qui sommes-nous? Bon, on va d'abord présenter les speakers du jour. Alors les speakers du jour sont Martin Gilbert, Product Marketing Manager chez Accor Digital Factory du côté annonceur. Du côté agence, on reçoit Karine Mas, fondatrice de Brand Alphabet et de Académie Arcane et consultante senior chez DIXXT. Dixit. Alors, WeAreCom, qui sommes-nous? On est le premier accélérateur de communicants en France. Notre objectif, c'est d'accélérer la transformation de notre métier et de promouvoir sa valeur ajoutée. On est une team de professionnels tous passionnés de la com et on offre à la fois un média pour tous les communicants et un club pour les équipes d'annonceurs. Notre média, c'est plus de 20 000 visiteurs mensuels, plus de 25 000 abonnés à notre newsletter et plus de 50 000 personnes touchées chaque mois sur les réseaux sociaux. Notre club de communicants, qui a pour objectif de progresser entre pairs, compte déjà 18 grandes équipes comme AXA, Sodexo, SNCF. Et chaque mois, on propose des ateliers avec des personnalités ou des équipes com qui partagent leurs bonnes pratiques, comme la com interne ou la sincérité perçue par les Français. La communication, qu'est-ce que c'est? L'enjeu est moins de partager ce que l'on a en commun que d'apprendre à gérer les différences qui nous séparent, dit Dominique Bolton. La communication a 3 objectifs. Se faire connaître pour développer la notoriété, se faire aimer pour se rendre attractif et faire agir, c'est-à-dire convaincre de passer à l'action. Les techniques de communication sont diverses. Il y a la communication média, plus traditionnelle, comme la télévision, la radio, le cinéma, l'affichage, la presse ou Internet, et la communication hors média, qui comprend les relations publiques, la promotion des ventes, les foires et les salons, le marketing direct, le sponsoring ou encore les médias sociaux. Quelques outils propres au planning stratégique. Alors, il y a les études de consommateurs, groupes de travail, questionnaires, témoignages et avis, interaction des communautés, les études sociétales, les sondages ou études ad hoc qui sont réalisées pour les besoins d'une entreprise, les benchmarks, les lectures diverses et les articles de presse. Il y a aussi les brainstorming et les briefs créatifs et enfin les indicateurs clés de performance des campagnes. Est-ce que la communication est faite pour vous? Alors, quelques points clés pour être un bon communicant. Il faut être stratège, créatif, très réactif, avoir un bon relationnel, un excellent rédactionnel, savoir faire preuve de polyvalence, de curiosité, d'esprit d'analyse et être organisé.
Quelques phrases de DIRCOM qui expliquent leur métier. Éric Lemaire, l'ex-directeur de la communication de AXA France, dit « C'est un travail lourd, fait de détails, de beaucoup de préparation, d'organisation. Le rôle de la communication est un acquis rarement salué. Alors il faut être fier de son expertise, savoir en faire la promotion, la partager et montrer la complexité de ce métier absolument indispensable. » Béatrice Mandine, directrice exécutive de la communication et de la marque chez Orange, dit, elle, qu'il faut avoir envie de prendre des risques, de se mettre en danger, de convaincre, de lutter contre la prudence parfois excessive, de jouer à se faire peur. Il faut avoir le goût de l'adrénaline. Alors, on précise l'agence et l'annonceur, la différence. L'annonceur, c'est tout groupe, entreprise, institution qui prend la parole pour communiquer sur elle-même, sur sa marque. Les communicants du planning stratégique chez l'annonceur, on a entre autres le Brand Content Manager. L'agence, c'est des prestataires externes à l'entreprise qui vont aider l'entreprise à communiquer sur une action particulière. Et pour cela, il y aura plutôt un planning stratégique ou un directeur de clientèle. Dans la transformation digitale, il y a des objectifs communs. Se professionnaliser en formant les équipes aux outils numériques, se faire connaître, être visible là où nos cibles sont, développer l'image de marque pour générer l'intérêt et créer la préférence, accompagner les temps forts, soutenir les événements, les lancements et autres opérations, et perdurer dans l'esprit des clients, nourrir le lien de confiance avec ses communautés. Alors, plus précisément, le planning stratégique, c'est la compréhension des cibles au service de la stratégie de marque, basée sur des observations, des faits, des objectifs, des analyses du marché et des clients. L'objectif du planning stratégique est de penser à la fois client et consommateur. C'est surtout transmettre un input, c'est-à-dire des données, à l'équipe créative, donner un contexte, une ligne directrice et des informations pertinentes pour l'équipe qui va créer la campagne. Quelques jobs du planning stratégique. Alors, il y a le planner stratégique qu'on peut un peu prendre pour Monsieur Recherche. Il est en agence. Il analyse les informations du marché et des clients. Il les organise et les synthétise. Il prépare le brief créatif et est garant de la vision consommateur. Il lui faut une forte capacité d'analyse, beaucoup de créativité et un bon relationnel. En agence, on trouve le brand manager ou Madame Marque. Elle construit la plateforme de marque, les valeurs, l'environnement consommateur type, les promesses de la marque. Il lui faut avoir beaucoup d'ouverture d'esprit, faire preuve de curiosité, de créativité et avoir un esprit de lead. Quelques chiffres pour 2022. 40% des emplois dans le numérique sont basés en Île-de-France. 37% des contrats liés au métier du marketing et à la communication sont des CDI. Les meilleurs salaires à l'entrée sont toujours community manager, chargé d'acquisition, chargé de CRM et UX designer. Les métiers qui recrutent le plus de jeunes, chargé web marketing, e-merchandiser et community manager. 28 ans, c'est l'âge médian dans le secteur de la communication et des relations publiques. Bac plus 4 et Bac plus 5 sont les niveaux d'études moyens des communicants en agence et chez l'annonceur. Et maintenant, on va laisser la parole aux pros. Alors, merci beaucoup d'être parmi nous. Tout au long du webinaire, vous pouvez poser vos questions ou dans le chat ou au hashtag AskISCOM. Et je vais vous laisser vous présenter. Karine. Merci Martin aux dames. Donc je me présente, je suis Karine Mas, je suis fondatrice de l'agence Bon Alphabet. J'ai officié pendant plus de 15 ans, voire même 20 ans en tant que planeur stratégique dans les agences de communication et aussi de design et de branding. Et aujourd'hui, j'ai créé ma propre agence de branding et d'innovation avec au cœur de nos expertises le planning stratégique. J'espère avoir l'opportunité de vous raconter un peu tout ça. J'ai peut-être deux piliers qui me semblent importants chez Bon Alphabet. C'est plus faire confiance à son intuition pour travailler la marque, c'est-à-dire dépasser un petit peu ce qui est de l'ordre de l'analyse, pour justement travailler autour des archétypes de branding. Et puis l'autre, c'est l'art, c'est justement de créer encore plus d'émotions et de beau pour créer l'attractivité. Voilà, donc parmi les marques qui me font le plaisir et la confiance de travailler avec moi, il y a
pas mal de marques food, donc on retrouve Materne, Pampot, aussi le groupe Bjorg, donc en direct. Je travaille aussi pour des marques de beauté telles que L'Oréal, Chanel, LVMH. Et puis, donc là, c'est plutôt en direct. Et puis aussi, entre guillemets, ce qu'on dit de façon indirecte avec des agences plutôt de branding, Feria et Crépuscule. Et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Karine et Martin. À votre tour de vous présenter. Bonjour à tous, Martin, enchanté. Alors, pour l'instant, là, le poste qui est intitulé, c'est le poste de Product Marketing Manager. C'est un switch que j'ai fait très récemment, mais j'ai eu beaucoup plus de fonctions chez Accor sur la partie Brand Content et Brand Manager. Je pense que tu feras la prochaine fois un point sur le produit, mais du coup, effectivement, côté annonceur, moi, j'ai pu travailler alors, en Brand Manager et en Content Manager sur différentes marques du groupe, notamment Hall, Accor Living Pièce, que vous pouvez voir ici, qui a été l'un des changements assez importants dans la communication et dans la structure du groupe lui-même, au moins au niveau commercial. Ce qui est vraiment intéressant, je pense, sur la partie planning stratégique, ou au moins voilà, la définition qu'on a pu en faire tout à l'heure sur la relation vraiment entre ce que pouvait connaître le client et aussi avoir cette côté très client, business oriented et en même temps connaissance de la marque. C'est qu'on est quand même aujourd'hui, notamment dans le groupe Accor, donc milieu hôtelier, des métiers qui ont complètement changé. Vraiment, c'est plus du tout la même chose. La vision qu'on en a aujourd'hui, la manière dont on consomme aujourd'hui et la manière dont on le faisait il y a quelques années, c'est plutôt la même chose. C'est une transformation qui n'est pas terminée, qui va continuer à changer encore énormément. Et je pense que c'est un rôle intéressant pour le planeur d'être vraiment capable de pouvoir, sinon prévoir, au moins être à l'écoute, être capable d'entendre, être capable de comprendre qu'en fait, voilà, on vit dans un monde extrêmement darwinien dans lequel les marques qui vont s'en sortir sont vraiment celles qui vont s'adapter. Et voilà, c'est... On vit un monde en transition et complètement. Le planner strat, comme on dit maintenant, le planner strat va justement avoir ce rôle un petit peu le troisième œil, on va dire, en tout cas d'anticipation, de plus en plus. Très bien, merci beaucoup. On va rentrer dans le sujet avec la première question. Pourquoi et quand avez-vous décidé de vous orienter vers la com? Karine, je vous laisse commencer. Pourquoi c'est toujours moi? Alors, bon, c'est vrai que mon premier métier avant tout était conceptrice rédactrice en agence. Pour moi, c'était vraiment l'idée, en fait, la créativité. Je pense que si voilà, vous avez un profil littéraire, créatif, voilà, la publicité, la com, ça peut être quand même un univers dans lequel vous pourrez bien évoluer. Et c'est vrai que le planeur stratégique, associé à cette soft skill de créativité, c'est aussi, je dirais, une forme d'esprit stratégique dans le sens voir loin, c'est-à-dire aussi maintenir le cap. Donc, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste d'être un petit peu, d'écouter les tendances, voilà, de se demander, bah tiens, si on parle de ça, ça doit être intéressant. C'est vraiment le planeur stratégique. À mon sens, il doit avoir cette capacité à avoir une vision à moyen et long terme. Donc ça, c'est donc de l'inspiration, de la créativité, mais aussi du pragmatisme. C'est un petit peu comme ça que je sais pas si ça répond à votre question, mais voilà, peut-être que le meilleur planeur stratégique serait un petit peu hémisphère gauche et hémisphère droit. Je sais pas si ça te parle. Un petit peu. Je ne sais pas si je l'applique si bien quotidiennement. Oui, on est en théorie, mais c'est possible. Je vois le principe. Alors, pour ma part, quand je me suis orienté vers la communication, je pense que j'étais assez intéressé quand j'étais lycéen sur tout ce qui était un peu sociologie, voilà, beaucoup plus que la partie au début créative où j'aimais bien un peu comprendre les réactions humaines, les relations humaines, pas forcément avec l'œil de me dire que ça pouvait être quelque chose d'appliqué à du coup la communication, appliquée aux marques, donc un espèce d'aspect très commercial ou très business. Mais c'était un petit peu les seuls métiers du marketing et de la communication qui me semblaient faire un peu l'étude de tendance, de ce que pouvaient aimer les gens ou pas. Voilà, c'est comme ça que je me suis lancé, c'est comme ça que j'ai découvert l'ISCOM dans un premier temps. Justement, j'allais rebondir. Peut-être que vous pouvez nous parler de vos cursus et vos expériences.
Moi, j'ai fait 3 années de fac, fac de communication, puis ensuite j'ai fait une école de créa. Donc, bon, je suis peut-être un petit peu atypique. Et donc, j'ai tout de suite démarré ensuite chez RSCG en tant que rédactrice. Mais après, je me suis aussi formée sur les termes en tant que planeur. Donc, je suis d'accord aussi avec Thomas, c'est aussi en lisant beaucoup de sources sociologiques, philosophiques, qu'on en vient aussi à avoir une vision globale, on va dire, et humaine. Oui. Ça, c'est certain. Du coup, moi, le parcours était pareil. J'ai commencé en fait à l'époque par un BTS à l'ISCOM parce que j'étais assez conscient que la partie communication et marketing était intéressante pour moi, mais je n'étais pas du tout certain que c'est quelque chose que je voulais faire en m'engageant sur 5 ans d'études. Et une fois que j'ai obtenu mon BTS, en fait, j'ai vraiment voulu continuer, donc j'ai continué avec la formation master. J'ai travaillé ensuite en agence, du coup, en planeur strat, en agence de branding aussi. Et après quelques voyages, je suis parti tout de suite côté annonceur chez Accor. J'ai travaillé au début dans le laboratoire d'innovation marketing du groupe Accor, où on avait excubé la marque Joe & Jude, on parlera peut-être un peu ensuite. Et je me suis dirigé ensuite dans le groupe, dans toute la partie en fait qui était la partie filiation, avec un pendant qu'on sentait quand même qui était que toute la partie dans ces grands groupes programmes de feed était vraiment en développement énorme, parce que la rétention est beaucoup moins chère que l'acquisition, et on cherchait quand même à faire revenir les personnes qu'on avait déjà réussi à attirer. Et au fur et à mesure de ça, s'est créé du coup la marque Hall, donc Accor Live Limitless, qui aujourd'hui est le programme de fidélité et la marque qui distribue les hôtels du groupe Accor. Et donc, voilà. Et pourquoi avoir switché vers l'annonceur? Parce qu'il m'avait proposé un travail. Non, en fait, quand j'avais pas forcément, moi, le combat agence-annonceur, c'est pas forcément quelque chose qui me... Enfin, voilà. Ce qui était vraiment intéressant, c'est que au tout début, j'avais vraiment ce côté, sortant d'études, je trouvais l'agence passionnante parce que c'était extrêmement stimulant. Vraiment, le fait de pouvoir travailler sur plein de marques différentes, sur vraiment des sujets qui étaient très multiples, très variés. Vraiment, on pouvait passer d'un domaine à un autre. J'étais super intéressé. Et en fait, quand j'ai commencé à bosser pour le groupe Accor, j'ai retrouvé un peu ce format, puisque on est dans un groupe qui est assez tentaculaire, présent un peu partout, qui aujourd'hui comprend une quarantaine de marques, en fait. Donc, du coup, on était vraiment... Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de postes différents dans ce groupe-là. Donc, j'avais vraiment cette capacité de pouvoir évoluer, de pouvoir changer, de pouvoir passer d'un univers au début très marque pour les jeunes économiques, au contraire à des programmes de feed, à des travaux. On a beaucoup travaillé avec le PSG, par exemple. Donc, c'était vraiment, je retrouvais en tout cas cette pluralité de choses que j'aimais beaucoup en agence. Très bien, merci beaucoup. On va passer à la question suivante. À quoi ressemble une journée type? Martin, je vais vous laisser commencer. Je pense que c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il n'y a pas particulièrement de journée type. C'est vrai. Voilà, je pense que c'est sûrement sûrement que le nom planning stratégique n'est pas forcément le plus adapté au métier. Non, on se toujours planning. Oui, non, parce que voilà, je vous rassure, on ne s'occupe pas des agendas, mais voilà. le planning des autres. Non, mais la journée type, en fait, il y a quand même des récurrences. Effectivement, je pense qu'un planeur, ou en tout cas un brand manager, n'importe quelle personne qui bosse sur cette partie un peu stratégique, qui doit chercher, il y a quand même un travail sur la veille continue, qui me semble, ça on est à peu près d'accord, c'est un peu la base du travail. Je pense que ce qui est super intéressant aussi, c'est que c'est un travail qui fait appel à une mise en relation avec différentes équipes. Je pense qu'on est vraiment, on a autant de call avec les clients ou moi côté annonceur, avec les agences avec qui on peut travailler qu'avec les équipes business en interne, avec les équipes créatives, avec les équipes vraiment purement design. Enfin, du coup, on est amené à travailler avec beaucoup d'équipes différentes, et je pense qu'il y a une forme de lien qui est fait sur essayer d'amener du sens à ce qui est fait au quotidien. Voilà. Donc, quelles que soient les manières dont on peut le faire, je pense qu'il y a autant de planning stratégie de planner. Si on arrive vraiment au quotidien à réussir à reprendre un petit peu, à mettre du sens, à poser des questions, à vraiment la partie pourquoi, comme un enfant en fait, pourquoi c'est
voilà, on arrive à occuper ces journées. Tout à fait ça, c'est donner du sens à l'action de communication. Donc je te rejoins complètement sur l'idée de veille. Tendance, c'est vraiment, bien évidemment, se nourrir. Donc, on allume l'ordinateur, on va sur l'IRCOM, on va aussi sur d'autres. Je ne vais pas citer les concurrents, mais c'est aussi pas forcément, je dirais, dans le microcosme de communication. Hein. Ça peut être de la socio, ça peut être de la philo, ça peut être aussi des grands designers, enfin tout ce qui se passe au niveau du design qui peuvent donner justement des éclairages sur ces fameux insights, parce que c'est vrai que le planner strat est normalement un petit peu le gardien de l'insight. En fait, l'insight, c'est vraiment ce qui se passe dans la tête du consommateur et qui va permettre de faire le switch, de faire la transformation, de faire que voilà, on va pouvoir connecter la marque au consommateur. Donc ça, on va dire que c'est peut-être je dirais le to-do classique. Et peut-être, je dirais aussi, de ne pas hésiter à avoir toujours un rapport d'étonnement, c'est-à-dire que c'est un petit peu l'agitateur d'idées aussi, le planeur stratégique, c'est-à-dire que de pas, je te laisserai si tu veux développer là-dessus, mais on n'est pas là pour prendre tout pour acquis. On peut aussi challenger certains briefs que l'on reçoit, par exemple, de nos clients. De dire, bah, tiens, mais c'est parfait, vous voulez devenir ça, mais êtes-vous sûr que vous avez, par exemple, les éléments de preuve suffisants pour incarner ce que vous souhaitez? Donc ça peut être aussi... Donc, il ne faut pas hésiter justement à être un petit peu l'agitateur fou. Enfin, bien évidemment, si tout est validé, je veux dire, si on peut valider son point de vue. Et puis, l'autre point aussi très important, c'est que c'est le brief avec le créatif. C'est vraiment, je pense que le job du planeur, c'est vraiment d'inspirer le créa. Donc vraiment, le planeur, il va dire ce qu'il faut dire, il va donner l'orientation, mais il faut aussi qu'il titille l'envie. Il y avait un grand directeur de création de chez TBA Chalet qui disait, à chaque brief créatif, il faut réinventer le monde. Bon, c'est pas toujours facile à faire avec une promo de chez Auchan, 4 vendus, le 5e acheté, 4 vendus, le 5e graphique, pardonnez-moi, mais ça donne quand même une teneur sur l'ambition qu'on a envie de donner au créa, puis le créa, quelque part, il nous attend quelque part, quoi, parce qu'il a envie d'y croire aussi à sa campagne. Donc voilà. Ben, je trouve que c'est très bien résumé, parce qu'on retrouve les deux aspects vraiment fondamentaux du planning strat, c'est-à-dire à la fois cette côté écoute des tendances et ce côté agitation. Je trouve que c'est super intéressant. Le planeur va être aussi celui qui va être capable d'amener un petit grain, pas de folie forcément, mais alors, dire disruption, c'est vraiment le mot, quoi, tartine, mais qui va être capable de dire, bah voilà, en fait, ce qui est intéressant, c'est peut-être qu'il y a aussi d'autres éléments qui ne sont pas partie de ton milieu, de ton univers, de ton produit, de ton marché, mais qui peuvent être très intéressants à aller voilà, étudier ailleurs. Et du coup, je pense qu'un bon planeur, il va lire l'IRCOM, évidemment, mais pas que. Et il peut aussi, voilà, c'est le bouquin qu'on a lu en plus que les autres. Ça peut être un article qui n'a rien à voir avec la communication, mais qui peut être très intéressant aussi. Et donc, il va amener ce petit quelque chose qu'il n'y a pas forcément. Et en même temps, voilà, pour nourrir le créatif, pour nourrir les équipes. Et en même temps, effectivement, je pense qu'il n'y a pas de bon planeur si les briefs ne sont pas lus ou sont toujours ah oui, mais c'est pas ça que vous voulez. Effectivement, un client, il va poser une attente. Un client, d'ailleurs en interne, n'importe quelle équipe, je parle là comme ça, mais c'est jamais vraiment ce qu'il souhaite, c'est jamais vraiment ce que, voilà, c'est la traduction de son idéal qui est évidemment à challenger, mais qui est aussi beaucoup à écouter. Je pense qu'il y a vraiment ce côté, écoute, traduction et mise en relation, en fait, entre voilà, un client et un créateur qui ne parlent pas forcément tout le même langage. Tout à fait. Quelles sont vos sources d'inspiration principales? Elles sont multiples. On a commencé un petit peu à les... ouais, ça peut être beaucoup autour de l'art, autour du design. Ça peut être aussi beaucoup aussi les verbatims constants qu'on peut trouver aussi dans les bulles de discussion. Bon, toujours à prendre avec des pincettes, hein, bien évidemment, mais ça peut être aussi éclairant. Ça peut être aussi voilà, une phrase qu'on entend dans un magasin, dans le métro. Enfin, je pense qu'on est à l'affût de tout ça. En fait, je pense que le planeur est un petit peu éponge quelque part. C'est très juste.
effectivement, les sources d'intérêt aujourd'hui, on est dans un monde tellement changeant que, en fait, du coup, je pense que tout peut être intéressant. Terrifiant, certes, on perd le contrôle sur beaucoup de choses, mais c'est profondément intéressant aussi de voir un petit peu comment les choses évoluent et comment elles évoluent. En fait, on se rend compte que finalement, les crises ne sont que des accélérateurs de tendance et du coup, de voir un petit peu quels ont été les gains alors, les gains de temps, c'est complètement bête de le dire comme ça parce que c'est pas du tout la manière dont je l'exprime, mais en tout cas, quelles ont été les tendances qu'on pouvait pressentir avant le Covid, avant la guerre en Ukraine, avant toutes ces choses, mais qui en fait, du coup, sont arrivées de manière beaucoup plus rapide. Je pense que des planeurs avaient dû les sentir venir et voilà, on a eu un accélérateur. Je pense qu'après, le reste, oui, c'est rester en alerte sur forcément son milieu et ce qui touche autour. Enfin, moi, c'est vraiment tout bête, mais j'ai aujourd'hui une petite fille de 4 ans. C'est très intéressant, encore une fois, la manière dont on communique les enfants, la manière dont on communique aussi quels sont les dessins animés qui vont regarder la startup, qui n'étaient pas du tout la même chose que ce qu'on avait à l'époque. Quand on voit ce que peuvent consommer les adolescents, les jeunes adultes, quand on parle avec les étudiants aujourd'hui qui n'ont pas du tout les mêmes références que ce qu'on avait avant, soit on est un boomer, soit on décide de s'y intéresser, de dire qu'en fait, il y a des choses qui sont absolument passionnantes et on n'aurait peut-être pas forcément pu le faire avant, mais c'est ouais, d'arriver à se nourrir de son milieu. Est-ce qu'il faut aller sur le terrain pour comprendre le consommateur, enfin faire ressortir le consommateur Oui, ça peut faire partie aussi du... je ne vais pas me répondre, ça fait partie un petit peu du to-do. Il y a beaucoup aussi, quand on fait le fameux benchmark, parce que c'est vrai qu'en agence, le planeur stratégique, il va travailler sur le benchmark, et ça peut voilà, se concrétiser par des visites en boutique, aller voir aussi, par exemple... pour certaines marques de food, comment les gens mangent finalement, comment est-ce qu'ils organisent le repas. Voilà, c'est toujours aller un petit peu à la recherche de l'insight qui est pas toujours formulé dans les instituts d'études un petit peu rationnel. Mais oui, ça peut être sur du terrain en effet, je pense. Je pense que c'est même essentiel. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, moi, l'une des problématiques que j'ai dans le groupe Accor aujourd'hui, c'est je pense que je passe pas assez de temps à l'hôtel. Typiquement. Et en fait, du coup, non, mais c'est, enfin, je veux dire, voilà, on travaille en fait pour un client final. C'est absolument passionnant d'avoir ce métier dans lequel il y a vraiment une relation de clientèle finale et de consommation de produits sur un univers du voyage, etc., qui est quand même assez, c'est passionnant. Mais on ne passe pas assez de temps à travailler avec les gens qui distribuent nos produits. Et je pense qu'effectivement, un planeur doit être vraiment capable de pouvoir essayer de s'immerger dans le monde dans lequel on essaye de lui faire travailler les insights, parce que sinon, je pense qu'on peut en louper une partie. Oui, complètement. J'ai un souvenir d'avoir travaillé à un moment donné pour Total, et j'avais fait le benchmark de station-service. Donc ça peut paraître un petit peu... mais voilà, typiquement, je pense que... c'est un petit peu à l'étranger, parce que les stations-service, par exemple, au UK, elles sont un petit peu différentes. Elles sont plus grandes, on peut même trouver des cinémas, donc c'est un petit peu pour s'inspirer de ce lifestyle un peu différent en France. Mais oui, tout ce qui peut apporter de la vie à la marque ou à la réflexion, c'est gagnant. Ouais. Très bien, merci beaucoup. Alors, question numéro 3. Qu'est-ce qui est le plus stimulant dans votre métier, Karine ? Qu'est-ce qui est le plus stimulant dans votre métier ? Il y a plein de choses. Peut-être que ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est d'avoir déterré quelque chose que le client n'avait pas forcément vu. C'est vrai que ça aussi, je pense que c'est le talent du planner strat. Alors, il y en a plein qui le font très bien, c'est-à-dire que il y a un rapport d'étonnement à avoir. C'est-à-dire que d'un coup, on dit, tiens, mais vous faites ça. D'ailleurs, je regardais il y a 10 ans, mais c'est vrai, vous avez raison. Et donc, tout ça pour non seulement, on va dire, la fierté d'avoir déterré une pépite, mais pourquoi ? Pour justement nourrir la singularité et l'unicité de la marque. C'est ça qui est important. Le planner strat, à mon sens, il bosse pour ça. C'est-à-dire qu'on est dans une telle uniformisation des marques, des signes, que ce soit aux 4 coins du monde, Shanghai, New York, Barcelone, que tout ce qui permet vraiment à la marque d'émerger, d'avoir des signaux forts, et peut-être que ça passe quelque chose, qui dit singularité, ça peut aussi quelque chose qui
qui dépasse, qui dérange, pourquoi pas. Mais en tout cas, le gros risque, c'est de rendre la marque transparente. Donc, si on arrive justement à travailler là-dessus, c'est ultra stimulant. Très bien. Donc, c'est vrai qu'une marque existe quand elle a une identité. Hein. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, je pense que ça fait très longtemps qu'on théorise le fait que la marque est un nouveau produit. Je veux dire, la valeur ajoutée, même financière, qu'un client sera capable de mettre par rapport à un produit n'est plus sur une notion de qualité, mais vraiment sur une notion d'appartenance, de marque. Et aujourd'hui, effectivement, si on est tous sur les mêmes benches, c'est marrant parce que je voyais, en prenant le métro, en me baladant dans Paris et tout, après cette période de Covid, on voit énormément aujourd'hui de marques qui travaillent sur la liberté. Et en fait, c'est le nouveau mot qu'on voit partout, soyez libre de rien. Et en fait, c'est tellement utilisé par tellement de marques, par des groupes de retail food, par des marques de trottinettes électriques, par des marques de VTC, par des marques de livraison, voilà. Donc, post-Covid, en fait. Et en fait, à chaque fois qu'on voit ça, c'est en fait, voilà, l'uniformité, elle est là, quoi. C'est des marques qui, finalement, à mon avis, n'accrochent pas forcément ou n'accrocheront pas plus tard parce que elles n'auront pas pris un positionnement pas radical, parce que je pense que c'est pas forcément la solution, mais en tout cas, auquel elles croient, quoi. Enfin, il y a une marque a une raison d'être et ça doit être important de l'avoir. Après, je pense que du coup, moi, ce qui est le plus stimulant, et là, je parle vraiment d'un côté plutôt annonceur, et de se dire que pour ceux qui sont intéressés pour la partie stratégique, plus sur les notions de brand content ou de brand management, c'est de vraiment pouvoir travailler dans une industrie qu'ils aiment. Enfin, je veux dire, si on est fan de jeux vidéo, bah, allons travailler dans les sports. Si on est fan voilà, de voyage ou allez travailler dans l'hôtellerie. Si vous êtes fan de cuisine, allez travailler dans la... Parce qu'en fait, c'est quelque chose, c'est un métier qu'on porte et c'est un métier qu'on vit. Et je pense qu'en fait, il faut être capable en fait de porter un petit peu ses passions et de les avoir. Et on ne sera que meilleur en fait quand on croit à ce qu'on raconte. Un bon planeur, je pense que c'est aussi quelqu'un qui croit à ce qu'il dit, qui a trouvé des insights, sinon imperceptibles, en tout cas le juste. Enfin voilà, c'est pas. Je pense que beaucoup de planeurs cherchent à trouver l'insight différent, alors qu'il faudrait simplement trouver l'insight de juste, mais c'est autre chose. Mais voilà, du coup, c'est vraiment moi, ce qui me stimule, c'est que je trouve que voilà, l'univers dans lequel je travaille m'a toujours passionné. Forcément, le travail est plus facile au quotidien. Merci beaucoup. Question suivante. Quel est le projet ou la campagne dont vous êtes le plus fier? Martin, je vais vous laisser commencer. Je crois que vous avez préparé quelques slides. Alors, peut-être nous parler en premier de Joe & Joe. Oui, alors j'avais effectivement, c'était, je ne sais pas si les slides peuvent apparaître. C'est très joli. Voilà, alors Joe & Joe, du coup, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un sujet à différentes strates. On a travaillé, alors à l'époque, moi je travaillais donc j'ai commencé dans le groupe Accor par la marque Ibis, qui était super intéressante parce que du coup c'est vraiment une marque qui était très grand public et qui avait vraiment pour objectif de délivrer une valeur ajoutée énorme par rapport à le positionnement qu'elle avait, qui était un positionnement vraiment plutôt économique, avec énormément d'uniformité. Et on avait créé depuis cette marque un laboratoire d'innovation dans le but de se dire, en fait, aujourd'hui, il faut vraiment qu'on soit capable d'attirer les jeunes qui ne sont pas du tout présents dans nos marques. On est très famille, on est très business oriented. Et on a créé Joe & Joe, qui était en fait la première marque créée par le groupe Accor depuis 25 ans. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient pour objectif, Accor, toujours d'acquérir des marques, alors sur soit des segments qu'ils n'avaient pas, soit sur des régions sur lesquelles ils sont pas présents. Mais là, pour la première fois depuis 25 ans, ils se sont dit, voilà, on va créer une marque à destination des jeunes, des millennials, des smart travelers, d'après, voilà, enfin, tous les thèmes qu'on peut avoir, mais avec deux convictions assez fortes. La première qui était de se dire qu'il fallait pas avoir peur d'avoir des chambres qui pouvaient ressembler aux hôtels de jeunesse, ce qui n'était pas du tout dans la mentalité du groupe Accor, qui était vraiment une réservation, une chambre. Là, on pouvait réserver des dortoirs, on pouvait réserver des chambres tentes, on pouvait réserver, voilà. C'est super intéressant. Et un deuxième élément qui était absolument clé, c'est de se dire qu'en fait, l'hôtellerie, en règle générale, a un défaut énormissime, c'est qu'il n'a pas d'ancrage local. C'est-à-dire qu'en fait, dans la rue dans laquelle j'habite, le seul commerçant chez qui je vais jamais, c'est l'hôtelier. Parce qu'en fait, je vais pas dormir ailleurs que chez moi si j'habite dans la rue, quoi. Alors qu'en fait, cette marque-là créait vraiment toute une dynamique de F&B, de bar, de soirée, qui changeait complètement, et on pouvait aller dans un hôtel à côté de chez soi parce qu'il était cool. C'est ce que Mama Shelter a fait, par exemple, avec les brunchs ou avec le Mama Shelter. En fait, c'est un restaurant auquel on dort, hein, c'est pas une...
Et du coup, voilà, c'était super intéressant. On a travaillé avec des designers pour qui le brief était faites le truc le plus fou. Et voilà, on verra ce qu'on va prendre. On a tombé sur des Anglais qui nous avaient monté voilà, des lits en tente, des choses vraiment. Enfin, c'était super intéressant. Donc, ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'on a vraiment travaillé sur quelque chose d'hybride qui sortait en fait de la culture d'une entreprise assez établie. Et voilà, ça, c'était passionnant. Alors, on a la petite vidéo. Du coup, je ne sais pas si je peux me mettre un petit commentaire sur cette vidéo, Oui. justement pour expliquer quand même un élément assez intéressant. Le Joe qui fait l'objet de cette vidéo est le Joe qui a été créé à Oslo, qui est le premier Joe qui a vu le jour. Et en fait, c'est assez rigolo, c'est qu'on a racheté l'ancien surf camp de Quicksilver, qui était basé à Oslo. Et du coup, encore une fois, il a fallu expliquer à des directeurs financiers, des développeurs chez Accor qui sont très habitués vraiment à, de moins en moins, mais qui à l'époque en tout cas standardisaient quand même pas mal de choses, qu'en fait on a racheté un surf camp pour en faire nos delvins. Voilà, c'est assez rigolo de faire ça. Et je crois qu'il y a un autre projet dont vous voulez nous parler. Oui. Alors, All. All, c'est Accor Live Limited, donc c'est l'acronyme aujourd'hui de ce qui est la marque B2C. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, du coup, on a rajouté une strate. On a maintenant Accor qui est vraiment la partie marque corporate, très financière, très CAC 40, etc. All était aujourd'hui l'ambition de créer une marque de distribution qui soit autant une marque de distribution qu'un programme de film. Je veux réserver un hôtel chez Accor, je ne connais pas le nom du Accor, je connais nos hôtels, Sofitel, M-Gallery, Ibis, n'importe quoi. Et du coup, All va être le distributeur de ces marques-là, avec vraiment un travail énormissime de se dire qu'aujourd'hui, ce qu'on vend, c'est non plus des chambres, c'est des expériences. Et on a noué un nombre de partenariats absolument énormissime, et on a développé un nombre d'avantages liés aux membres qui n'étaient jamais vus avant, en tout cas dans le groupe et dans pas mal de groupes. Et voilà, on avait vraiment ce côté un peu carte de file avant où, comme dans un magasin, plus j'achète, plus j'ai une cagnotte que je peux dépenser en achetant. Aujourd'hui, avec All, on peut aller voir des matchs au PSG, on peut aller réserver chez des partenaires qui sont plus simplement que des partenaires de voyage, mais aussi des partenaires qui font de l'entertainment. On a racheté des grands groupes qui développent des restaurants incroyables, qui développent des festivals qui sont vraiment... Enfin voilà, on a changé de mentalité en se disant qu'aujourd'hui, il fallait être beaucoup plus client-centric. On cherche vraiment à retenir les personnes que l'on a, non pas par la qualité de nos produits, parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à un niveau de maturité où la qualité, elle est plus tellement à prouver. Je pense que le groupe Accor jouit d'une image de marque, en tout cas, assez positive, mais par le fait de vraiment satisfaire ses membres différemment et de manière vraiment un reward d'expérience. Ça a été dur de changer les mentalités en interne? Alors, je pense que oui et non. Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer parce que c'est un projet qui s'est monté très rapidement. Et vraiment, je pense que du coup, les décisionnaires ont été très, très force de proposition et très force de voilà, maintenant, il faut y aller, c'est la direction qu'on veut prendre. Moi, j'ai beaucoup plus travaillé pour, non pas sur la partie chercher vraiment à convaincre de passer à ce modèle-là, mais beaucoup plus de dire, voilà, maintenant qu'il est défini, comment on peut en faire une marque, comment on peut
quelle plateforme, comment on peut la positionner par rapport à ses concurrents. Aujourd'hui, on a Madoc Bonvoy qui a le même schéma, mais c'est différent d'autres groupes. Et comment on peut y apporter vraiment un branding, une image, une identité, comment on peut le faire adhérer à des clients pour qui c'est pas forcément leur habitude. Donc, je pense que l'adhésion, moi, j'ai pas senti beaucoup de réticence parce que je suis peut-être arrivé un peu plus tard que la discussion un peu plus financière. Aujourd'hui, en fait, la problématique, elle est double. C'est vraiment montrer aux clients et aux membres qu'on peut vraiment leur faire quelques avantages et aussi faire adhérer tous les franchisés, de se dire qu'aujourd'hui, on pense différemment. On est vraiment beaucoup plus une marque expérientielle qu'une marque purement hôtelière. Très bien, merci beaucoup. Karine, est-ce que vous pouvez nous parler d'une expérience? Oui, oui, bien sûr. Alors, j'ai pas forcément des éléments visuels à vous montrer. C'est vrai que durant ma carrière, j'ai eu pas mal à travailler avec des marques de luxe. Et voilà, on en a beaucoup en France, hein, la Maison Colbert, Saïdia, puis plein d'autres. Et c'est vrai que j'aime bien réveiller la belle endormie, comme on dit. Et moi, je pense il y a voilà, tout un travail de fond de marque que j'ai fait pour Comtesse du Barry, avec le directeur de marketing à l'époque qui m'avait fait confiance. Et voilà, donc à l'époque, avec un objectif business quand même assez fort, puisque à part 2 mamies par an qui venaient pour du foie gras, il y avait plus grand monde chez Comtesse du Barry. Et l'idée, c'était justement de voir comment cette marque, elle allait savoir se remixer avec l'air du temps. Et donc, on a fait un travail justement de profondeur sur la marque et on avait trouvé justement une dichotomie intéressante entre d'une part, Comtesse du Barry, c'est beaucoup voilà, des produits du terroir, du sud-ouest, et puis cette espèce de noblesse autour du nom Comtesse, et finalement, quand on frotte ces deux notions, il y a quelque chose d'assez d'assez distinctif. Et donc, on a vraiment tracé ce fil rouge autour de ça, vraiment l'esprit de terroir, mais toujours avec un brin d'esprit, un petit peu citadin. Et du coup, ça a permis de revoir totalement le retail, la philosophie de la marque, la communication, puisque finalement, la comtesse, elle ne communique pas dans les masses médias, mais la vitrine est son univers principal, je dirais, de communication. Et puis, du coup, ça a permis vraiment de s'externaliser. On trouve maintenant Comtesse, par exemple, à l'aéroport. On est beaucoup plus, donc, un petit peu comme la durée. Mais voilà, c'est plutôt des bons souvenirs. Mais enfin bon, quand on a des success stories comme ça. Alors, question suivante. Karine, je vais vous laisser commencer. Je crois que vous avez préparé quelques slides. Oui. Quels sont les défis du planning stratégique, les grandes évolutions de ces dernières années? Alors, bon, il y en a plein, hein, comme Thomas le disait, on ne fait plus le planning strat aujourd'hui comme on le faisait il y a 10-15 ans. Pour moi, je vois 2 tendances d'évolution majeures. C'est, je pense que le consommateur nous attend de plus en plus au coin de la rue, entre guillemets, c'est-à-dire que il est vraiment important pour la marque et la communication de réaffirmer son authenticité et donc d'aller un petit peu à la pièce du fake. C'est vraiment essayer vraiment d'avoir une mission anti-fake quand on fait des actions de communication. Alors, juste derrière, j'ai mis en liste d'exemples, je ne sais pas si on a le temps de regarder ensemble. Bon, c'est le film que vous devez connaître de Babel, qui était voilà, le full washing. Alors, tu parles de liberté, sûrement, qui est un petit peu voilà, le nouveau bullshit word de la communication d'aujourd'hui. Moi, je pense à la bienveillance. Il y a 3-4 ans, toutes les marques se devaient d'être bienveillantes. Alors, c'est formidable, mais il ne faut pas hésiter à voir qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme un petit peu zombie. Bienveillance, pourquoi pas, mais encore faut-il avoir aussi les éléments de preuve. Donc, je vous propose peut-être de voir ce petit film qui est un petit peu ironique, justement, sur la biodictitude. Est-ce qu'on peut le voir ou pas? Sinon, je vous invite à le voir plus tard. Mais en tout cas, c'était la... voilà, je sais pas si cette notion de bienveillance, elle était
Je me rappelle quand, il y a quelques années, on me demandait d'être des marques transparentes, ce qui était, à mon sens, une marque transparente, j'avais fait une marque qui n'existe pas. Exactement. C'est plastique, quoi. Exactement. Et du coup, non, c'est parce qu'une marque doit effectivement communiquer sur son engagement, sur sa capacité à pouvoir délivrer des produits de bonne qualité, faits dans des bonnes. Ouais, voilà. Non, mais c'est exactement ça. Mais du coup, voilà, c'est. Donc là, ça caricature un petit peu le fameux exercice publicitaire de la lessive. Bon, je ne vais pas non plus. On lance la vidéo. Voilà. Bonjour. Vous voyez cette grosse marque? Avant, pour s'en occuper, c'était pas toujours facile de s'y retrouver. Entre le greenwashing, le womanwashing, le pinkwashing et tout le reste, on ne savait pas toujours quoi choisir. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus à choisir. Grâce à Full Washing, le premier discours de marque qui wash tout en un. Allez hop, en machine. Pour un lavage toujours plus facile et superficiel, Full Washing fonctionne avec tous les programmes. Le programme RSE, #TousUnis, le monde d'après, et même avec le programme délicat Cœur avec les mains. Grâce à ses agents actifs en apparence, Full Washing attire un maximum de likes qui restent bien en surface. Ça sent bon le fake. Et voilà le résultat. Une marque transparente, même en pleine lumière. Vous aussi, adoptez Full Washing. Existe aussi en Made in France, fabriqué à l'étranger, pour un bleu, un blanc et un rouge encore plus éclatants. Éviter les mots valises et comment une marque peut toujours rester originale et vivante? Vaste sujet, mais c'est vrai que pour moi c'est de l'ordre, sans aucun doute, peut-être deux choses. Le prêt à croire, c'est-à-dire la reason to believe, quand on un terme américain, c'est-à-dire est-ce que je suis capable d'apporter la preuve de ce que je dis? Et donc ça, à mon avis, ça va justement contribuer à la sincérité de la marque. Et puis, peut-être se méfier d'une forme d'exaltation de la banalité, en fait. C'est-à-dire que dire, attendez, c'est juste voilà, ce produit fait juste ça, mais ça ne veut pas dire qu'on va justement le réduire, mais trouver quand même une résonance qui soit entendable. Attention pour autant, hein, parce que finalement, l'idée, c'est pas de se dire il faut que mon message soit vrai, parce que la vérité, c'est une notion totalement subjective, ça ne veut rien dire. Mais en tout cas, cette notion de fake, il faut pour moi, c'est éveiller les consciences, quoi. C'est est-ce que on peut véritablement diffuser ce message, la conscience tranquille, faut dire ça. Merci, on va revenir à notre tendance. Alors, l'autre tendance, ouais, encourager la co-création. C'est vrai qu'il y a 10-15 ans, c'était le précaré du planeur stratégique, c'était la plateforme de marque. On arrivait un petit peu, donc on travaillait en chambre. On arrivait avec les gants blancs, voilà, voici votre plateforme de marque. Je pense que ça se fait plus du tout comme ça, je pense que tu seras d'accord Thomas. Véritablement, on encourage la co-création dans la rédaction de la plateforme. D'ailleurs, toi, tu travailles chez l'annonceur, à mon avis, tu travailles aussi avec des agences de branding. Voilà, c'était aussi Philippe Michel qui disait l'idée chez l'autre. Je pense qu'on est vraiment dans l'effet miroir. Plus personne véritablement ne détient la vérité autour d'une marque. Et je pense que ça permet justement la projection, justement, quand on arrive à co-créer ensemble la plateforme. Je pense que... Non, mais je ne peux qu'acquiescer à ça parce que effectivement, enfin, je veux dire, un planeur ne peut pas imposer une idée ou en tout cas un positionnement, quelle que soit du coup la demande de son client à son client, et un client ne peut pas imposer un brief qui ne soit qu'un cahier des charges à un planeur d'agence. Sinon, on tombe dans des choses qui ne peuvent pas fonctionner ou qui ne fonctionneront pas ou qui sont la vision que de l'un et pas de la co-création les uns avec les autres.
Donc, en tout cas, je ne peux que acquiescer à ça. Je suis, on ne peut plus convaincu pour la trend qui est numéro 1, qui est celle de se dire qu'en fait, effectivement, enfin, le positionnement, l'identité doit toujours être, sinon la raison, en tout cas, la raison d'être d'une marque, d'une boîte, quel que soit ce qu'elle défend, quel que soit ce qu'elle cherche à vendre, quel que soit ce qu'elle, mais effectivement, ce côté marque très transparente, très, voilà, c'est des marques qui vont sûrement vivre assez peu longtemps ou très peu s'ancrer dans un quotidien quand même de personnes, d'utilité. Je rajouterais peut-être une petite chose, moi, sur la partie les grandes évolutions. Forcément, c'est un aide. Alors, je préfère le coup de la grande évolution, c'est digital parce que c'était il y a 10 ans qu'il fallait dire ça. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, un planner strat quand même, ou un content manager, ou un vrai manager, doit être quand même un peu au fait de data. Et je pense que cette partie data oriented et surtout jamais data driven, parce que c'est vraiment une bêtise, mais on doit être capable de pouvoir lire quelles sont les données qu'on reçoit aujourd'hui. Parce que si on prend en compte que les metrics sont aussi des insights qu'on peut utiliser, on nous jette à la tronche toute la journée des pourcentages, des études, des machins qui ne veulent strictement rien dire. Un taux d'engagement ne sera jamais un engagement envers une marque. Voilà, on est toujours un site qui fait beaucoup de trafic, mais pas forcément un site qui fait de la vente. Enfin, voilà, mais je pense que du coup, si on est capable de pouvoir aujourd'hui se servir de toute cette manne de data, de la lire intelligemment et surtout de la retranscrire sur un quotidien consommateur, sur une entité de marque ou pas, à mon sens, voilà, on voit de plus en plus aujourd'hui dans des agences, des plans strat qui font des binômes avec data scientists. C'est des choses qu'on ne voyait pas avant et je trouve que c'est super intéressant. Le dernier petit point. 100% d'accord. Ouais. Et les marques de plus en plus attaquées aujourd'hui qui doivent être parfaites, comment on le vit en tant que communicant, Martin? C'est compliqué parce qu'on ne peut pas l'être. Je pense que du coup, l'aspérité aujourd'hui, ça fait aussi partie des marques, ça fait aussi partie de leur storytelling. Je pense que la perfection n'est jamais ce qui... je suis pas certain que le premier de la classe soit forcément celui qui va être celui dont on va se souvenir le plus. La problématique, là, c'est comment on peut transformer un échec en réussite. On a beaucoup de marques. Alors, si effectivement l'aspérité devient quelque chose de néfaste, on se rend compte que du coup, c'est une marque qui a un discours qui n'est pas celui qu'il y a en réalité. Si on se rend compte que c'est des choses qui sont fausses ou qui sont de l'ordre du mensonge, là, c'est un problème de marque. Mais aujourd'hui, on voit par exemple des marques, notamment dans l'univers du sport, où on met de plus en plus de personnes en situation de handicap. On voit qu'aujourd'hui, dans les publicités qu'on met, on a vraiment le côté un peu body positive, où c'est plus simplement qu'un truc un peu très carré. On essaie de mettre de l'aspérité, on met un petit peu de la différence, de la diversité, on met des choses, on parle de plus en plus de ces échecs pour ensuite, après, c'est l'acquisition, c'est aussi un peu ce modèle startup qui a amené ce storytelling-là. C'est difficile quand on bosse dans un grand groupe, parce que justement, on a ce côté un petit peu, il faut être la marque parfaite, etc. Je suis pas certain que c'est forcément là où on doit tous aller, quoi. Ouais. C'est vrai qu'aussi, on voit aussi des grandes marques qui font preuve d'humilité aussi, justement, par rapport à je dirais peut-être des combats qui leur semblaient acquis. Je trouve qu'il se passe pas mal de choses chez marques de grande distribution, par exemple. Je trouve que le travail d'Intermarché est intéressant aussi d'un point de vue communicationnel. Carrefour aussi. Donc, sans aucun doute, plus d'humilité. Mais c'est marrant ce que tu disais aussi sur body positive, etc. Parce que finalement, on se rend compte, d'ailleurs, beaucoup de ma publicité, que les mannequins qui sont aujourd'hui utilisés sont plus de l'ordre de la singularité, de l'imperfection. Ou voilà, en tout cas, on sort des catalogues du mannequinat des années 90. Et quelque part, cette forme d'imperfection devient mainstream. Alors, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé le bon truc, le bon filon, il faut essayer de le contrebalancer. Mais c'est intéressant, en tout cas, de se dire que finalement, tout le monde peut se tromper, même les grandes marques.
Et en tout cas, ça les rend encore plus humaines. Et est-ce que c'est plus simple pour une petite marque d'avoir une identité forte? En tout cas, ça peut être. Je pense par exemple, je travaille par exemple pour ISO Mutuel. Il y a la marque Alan, qui est une mutuelle que tu dois connaître, qui a vraiment. Typiquement aussi, qui dit start-up, voilà, qui dit audace, une communication challengeante et qui du coup rebat les cartes, quoi. Donc c'est marrant parce que ce type de marque, on a l'impression qu'ils ont une page blanche, ils recréent quelque chose. Après, on a envie de les voir un petit peu plus à moyen et long terme, comment ça peut, je dirais, se passer pour eux. Je pense qu'il y a aussi une erreur à ne pas faire. C'est plus facile pour une petite marque d'avoir un positionnement fort. L'identité, c'est pas forcément la même chose. On a des groupes absolument astronomiques en termes de puissance, de réseau, etc., qui ont des identités énormissimes. Et il y a des petites boîtes qui ont des identités. Le positionnement, quand on arrive en start-up, quand on arrive en petite entreprise, forcément, on va sur des marchés qui sont soit très nouveaux, soit différents, soit donc c'est pas forcément pour moi la notion d'identité, c'est vraiment l'incarnation des marques, notamment dans le luxe par exemple. Enfin, je pense que c'est vraiment c'est un schéma assez intéressant à prendre en compte. On a des marques qui sont, je vais pas dire vieilles comme le monde parce que c'est pas vrai, mais qui ont vraiment un côté marque très ancienne qui communique sur le fait de since est très très ancienne. Et du coup, ça participe aussi à une identité, une histoire extrêmement forte. Quand même, ça peut être des grands groupes, etc. Beaucoup plus que parfois des petits créateurs qui viennent de se lancer et qui, eux, du coup, se lancent sur un marché un peu plus innovant, un peu nouveau, un peu... Mais je suis pas forcément certain que la corrélation entre taille de l'entreprise et identité soit à mettre en relation. Mais c'est mon avis. Enfin, Très bien. Alors, dernière question. Un petit conseil pour les futurs communicants. Martin, allez-y. Alors, allez, on va enfoncer quelques portes ouvertes. C'est le moment des... Non, mais je sais pas, moi, j'ai pas forcément de conseils particuliers, si ce n'est que de plus en plus, ce genre de la communication, on voit vraiment des ponts qui sont faits, des gens qui ne viennent pas forcément d'univers de communication, de gens qui sont sortis de la communication, qui en reviennent après. Du coup, le conseil, c'est vraiment, quelque part, c'est des métiers qui se portent avec le cœur, quoi. Un bon communicant, c'est quelqu'un qui a un petit peu de... Voilà, c'est quelqu'un qui a de la passion, c'est quelqu'un qui a des intérêts, c'est quelqu'un qui est curieux. Et puis, après, les conseils, c'est tout bête, mais je pense que quand on débute dans ce métier, on arrive dans des agences, chez l'annonceur, c'est un peu big, c'est moderne, c'est jeune, c'est machin, ces trucs. Et on se sent un peu enfermé par ce côté créatif. Il faut pas avoir peur de poser 1 million de questions. Il faut pas avoir peur de passer pour un idiot parce qu'on n'a pas compris. Et voilà, c'est vraiment ce que je peux dire aux étudiants, c'est faites vos expériences, faites-les en n'ayant pas peur Il y a toujours des choses à apprendre. Il y a toujours, n'ayez pas peur de consommer des choses qui ne sont pas faites pour vous. Voilà, lisez des livres, prenez des magazines qui sont faits pour les grands-mères. C'est aussi intéressant que d'aller sur TikTok. Je veux dire, c'est vraiment des choses. Non, mais c'est vrai. Enfin, on doit être capable aussi de se dire que c'est pas de confort parce que c'est pas vrai, mais soyons capables de s'intéresser à des choses qui ne sont pas forcément ce qui nous prédestinait. Essayons d'essayer de voir en fait, même dans des choses qui sont pas intéressantes, pourquoi ça a marché, pourquoi c'est. Enfin, voilà, c'est. Oui, complètement. Je rebondis tout à fait sur cette idée de curiosité éternelle derrière le poste de Planner Strat. Sans aucun doute, peut-être je retournerai sur ma première idée dans le côté challenger, agitateur, c'est-à-dire n'ayez pas peur, voilà, si tout le monde semble dire non, mais c'est par là qu'il faut aller, de dire non, mais moi j'ai pas cette conviction. N'hésitez pas justement à être fidèle à vous-même par rapport à vos ressentis sur la marque, par rapport à la communication. Voilà, et puis il existe 1000 profils de planeurs stratégiques et donc gardez votre, je dirais, votre sensibilité surtout, votre façon de faire. N'essayez pas de rentrer dans le moule, surtout, on en a besoin de ça, on a besoin de cette singularité toujours.
Donc, bon, je ne sais pas si c'est un bon conseil, mais restez vous-même. Voilà. C'est vrai qu'il y a des planeurs stratégiques extrêmement, qui ont fait des longues études, qui ont fait 10-15 ans, voilà, d'ethno, de philo. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus terrain. Et voilà, ma foi. On a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde, exactement. Ouais. Très bien, merci beaucoup Karine, merci beaucoup Martin. Merci à vous deux. Vous pouvez continuer à envoyer vos questions au hashtag #AskKissCom si vous en avez. C'était le dernier atelier de l'année, alors je vous dis à tous à l'année prochaine.